Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'histoire en question. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un épisode crucial dans la vie politique d'Adolf Hitler, à savoir sa tentative de putsch en 1923, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ce dernier a-t-il échoué. Pour répondre à cette question, il va être primordial de se replonger dans cette année 1923, que les Allemands d'ailleurs baptiseront eux-mêmes l'année inhumaine, pour essayer de comprendre sur quel terreau fertile le Parti national-socialiste a-t-il bien pu croître, jusqu'à être en mesure de mener un putsch. Le 11 janvier 1923, devant les retards allemands à s'acquitter de leurs réparations de guerre, la France et la Belgique décident de se payer eux-mêmes en occupant la Rhénanie et la Ruhr, deux régions extrêmement riches en matières premières où se trouve alors plus de 80% de la production allemande de charbon. En réponse à cette occupation, le chancelier allemand Wilhelm Kuno décrète la résistance passive et aucun ouvrier ou mineur ne collabore alors avec les Français et les Belges. Cette politique va alors entraîner une hyperinflation fragilisant encore plus une économie déjà en difficulté. Cette occupation va susciter chez les Allemands une vague d'indignation nationale, des protestations éclatent dans les régions occupées, et rapidement les forces d'opposition au chancelier Kuno vont le vaincre. Stresemann devient alors chancelier le 12 août 1923 et il va changer totalement de politique. Il ordonne la fin de la résistance passive et rentre de nouveau dans un dialogue avec les Français et les Belges afin de rétablir l'ordre dans son pays. Cette occupation et la politique de Stresemann, vue par les nationalistes comme une trahison, vont permettre une grande croissance des effectifs du parti nazi qui passe de 20 000 à 55 000 membres en l'espace de 9 mois. Devant cette montée du nationalisme et dans le but d'éviter un soulèvement, le gouvernement bavarois nomme le 26 septembre 1923 un triumvirat constitué de Kahr, au poste de commissaire général, Otto von Lossow, chef des armées, et Hans Ritter von Seysser, chef de la police, pour tenir cette région. Mais cela ne va pas calmer la situation et la Bavière continue de se radicaliser, tout comme paradoxalement le triumvirat lui-même. Les déclarations tentent à penser qu'ils veulent eux aussi renverser le gouvernement et des liens se créent avec la mouvance nationaliste. Plusieurs rencontres ont lieu entre eux et Hitler, mais aucun accord n'est trouvé, et le trio vient à la conclusion que le putsch doit venir de Berlin et non commencer à Munich. Malgré tout, Hitler a pris sa décision et veut absolument tenter ce putsch qui aura lieu le 9 novembre, date anniversaire de la proclamation de la République de Weimar. Hitler est d'autant plus confiant qu'il a le soutien de Ludendorff, stratège et héros allemand de la Première Guerre mondiale. Mais ces hommes attendent ici. On encercle la caserne. Et on attaque. Les préparatifs ont lieu du 6 au 7 novembre 1923. Le 8 novembre, le triumvirat se retrouve à la Bungergrau-Keller, une brasserie de Munich, pour une réunion publique. Les trois hommes arrivent sur place vers 19h. La salle se remplit extrêmement rapidement puisqu'à 19h15, les portes sont closes, la salle est comble et plus de 3000 Munichois sont venus écouter les trois hommes. Hitler, accompagné de CSA, se dirige vers la brasserie aux alentours de 20h. À 20h30, alors que Kahr est à la tribune, Hitler fait irruption dans la pièce. La révolution nationale a commencé. Le bâtiment est encerclé. Personne ne peut sortir sans qu'on lui tire dessus. Après cette déclaration, il entraîne le triumvirat dans une pièce à l'écart pour commencer les négociations. Descendez! Hitler leur propose de rejoindre le nouveau gouvernement qu'il souhaite diriger, avec Ludendorff à la tête de l'armée, et propose alors les postes de ministre de la Reichswehr à Lossow, le poste de ministre de la police à Seysser et le poste de régent de Bavière à Kahr. L'objectif affiché d'Hitler est d'entreprendre ensuite une marche sur Berlin, comme Mussolini l'avait fait en Italie quelques années plus tôt. Les trois hommes ne sont pas conquis par la proposition, les négociations se prolongent et il semble que les membres du triumvirat essayent de temporiser. Après l'arrivée de Ludendorff, les trois hommes finissent par accepter la proposition et la salle entière exulte lorsqu'elle est mise au courant. Vos chefs sont avec nous! Suivrez-vous vos chefs? Pouvons-nous compter sur votre soutien?
La révolution allemande commence ce soir! Si dans la brasserie tout semble s'être passé sans accroc, dans la ville, la précipitation dans laquelle l'opération a été montée se fait sentir, puisque les imprécisions et les erreurs se multiplient. En effet, Hitler a surestimé l'adhésion qu'allait susciter sa tentative de coup d'État auprès de l'armée, et va omettre de faire occuper systématiquement les bâtiments clés comme les centraux téléphoniques. À l'image de Röhm, qui, chef de la SA, vers 22h occupe le quartier général de l'armée, mais ne prend le contrôle de la centrale téléphonique de la base que 2 heures plus tard. C'est ensuite à la brasserie que les événements vont mal tourner. En effet, Hitler parti en ville, c'est Ludendorff qui contrôle le lieu. Ce dernier va autoriser le trio Seiser-Karl-Osso à rentrer chez lui. À peine sortis de la brasserie, les 3 hommes renient leur soutien au putsch et ils joignent de toute urgence les autorités politiques, l'armée et les médias pour contrer les actions d'Hitler, ce qui est rendu possible puisque les centraux téléphoniques sont encore opérationnels. Plus tard dans la soirée, les actions armées de la SA se révèlent être confuses et mal préparées. Certains groupes pourtant armés et prêts ne vont recevoir aucun ordre durant cette soirée, tandis que d'autres échouent à prendre le contrôle des différentes casernes militaires. Le lendemain matin, il est évident que les forces armées et la police n'ont pas rejoint les putschistes et sont restées loyales à Berlin. Cependant, ce 9 novembre 1923, une grande confusion règne encore dans les rues de Munich où se mêlent les informations contradictoires. Conscients de la mauvaise tournure des événements, Hitler et Ludendorff décident de jouer leur dernier atout en organisant une marche sur Munich, réunissant 2000 putschistes en direction du ministère de la Guerre. Le défilé commence sous les acclamations de la population. Il passe sans problème un premier barrage de police. Seulement aux alentours de 12h30, les putschistes font face à nouveau à un barrage de police au niveau de la Feldherrnhalle. Ce cordon de police semble être bien décidé à ne pas laisser passer Hitler et ses hommes. Au premier rang du cortège, Hitler et Ludendorff décident d'avancer, pensant que les policiers n'oseront pas tirer sur le héros qu'est Ludendorff. Cependant, la première ligne des forces de l'ordre ouvre le feu. Les manifestants tombent, Hitler est précipité à terre par un de ses gardes du corps, ce qui va lui démettre l'épaule, et le reste des putschistes se replie. L'échec est total. Alors à la suite de cette fusillade, le général Ludendorff va être arrêté immédiatement, car il est le seul à ne pas avoir fui devant la mitraille adverse. Quant à Röhm, lui, il est toujours retranché dans le quartier général de l'armée munichoise, mais il va se retrouver encerclé par l'armée loyaliste, l'armée loyale à Berlin, dirigée par le général von Danner, qui va alors lui proposer de se rendre, en échange de quoi il promet de rendre les hommages militaires à ses hommes, c'est-à-dire au SA, et il promet de les laisser partir libres. Röhm va accepter cet accord, ses hommes partiront libres, et lui sera arrêté immédiatement. Quant à Hitler, qui a fui la rue dès les premiers coups de feu, il s'est réfugié dans sa maison de campagne et il y sera arrêté le 11 novembre 1923. Alors dans l'histoire politique allemande, cet événement n'est qu'un événement de plus dans un contexte déjà extrêmement tendu, extrêmement explosif, mais il va avoir un impact considérable dans la vie politique d'Adolf Hitler. Condamné à 5 ans de prison par un tribunal plutôt clément, puisque rappelons qu'il pouvait risquer jusqu'à une peine de mort pour atteinte à la sûreté de l'État, il va s'adonner durant ces 5 ans à l'écriture de son fameux livre Mein Kampf, son programme politique. Et à la suite de ce putsch, il va aussi comprendre que finalement, s'il veut un jour conquérir le pouvoir, il ne pourra le faire que par des voies légales, par les élections, ce qu'il réussira 10 ans plus tard. Et bien voilà, et c'est fini donc pour ce nouvel épisode de l'histoire en question. On espère que celui-ci vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre des choses. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Salut à tous!